Bienvenue à tous à ce café scientifique du Centre acoustique du MFA. Je vais vous parler aujourd'hui de modélisation du bruit de jet par une approche adjointe. Je m'appelle Étienne Spizia, je suis postdoctorant au laboratoire. Je suis arrivé au laboratoire en 2017 pour ma thèse CIFRE que j'ai fait avec un financement de Safran, justement sur la modélisation du bruit de jet et de sa propagation. Et c'est un sujet que je continue en postdoctorat ici au laboratoire jusqu'à la fin de l'année. Le bruit de jet, c'est une source de bruit éminemment emblématique de l'aéroacoustique. Moi, je vais me placer dans le cadre d'une analogie acoustique. On va séparer la génération du bruit de sa propagation, et je vais m'intéresser plus particulièrement à la propagation du bruit dans des environnements compliqués. Comprenez par là des environnements avec un écoulement qui vient perturber la propagation acoustique, mais aussi la présence de surfaces, comme vous pouvez le voir ici illustré pour un mode fan qui rayonne en aval d'un turboréacteur. L'élément est fortement impacté par la présence de surface et du écoulement. Le bruit de jet, c'est une des sources de bruit d'un moteur d'avion, parmi d'autres, parmi le fan, le bruit de turbine, et le jet se trouve donc dans les basses fréquences. Dans la communauté bruit de jet, on a plutôt l'habitude de représenter les niveaux de bruit en échelle log, et le bruit de jet prend alors cette forme de boss. Voilà. J'ai rajouté également dans ce diagramme en pointillé vertical la limite fréquentielle de la certification acoustique aéronautique, c'est-à-dire uniquement ce qui se trouve à gauche de cette limite est pris en compte pour la certification acoustique. Dans cet exposé, je vais commencer par vous parler de la modélisation du bruit de jet par une approche statistique qui va faire intervenir un calcul par des fonctions de Green. Dans mon exposé, ce seront des fonctions de Green adjointes. C'est ce que je vais détailler dans un second temps. Et une fois que ces outils seront introduits, je vais l'appliquer dans le cas d'un jet simple subsonique. Alors, le bruit de jet, c'est un bruit qui est causé par la déformation des structures turbulentes. Donc, finalement, c'est une source, si on cherche à la caractériser, qui devient aussi compliquée que la description de la turbulence elle-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la description en champ lointain, au point microphone XM, et on va s'intéresser uniquement à l'énergie moyenne que reçoit ce microphone. C'est pour ça qu'une approche statistique est tout indiquée. On ne va pas considérer un signal aléatoire tel que peut le percevoir un microphone, mais son autocorrélation, qui a typiquement une allure de ce style-là. Et en particulier, on va considérer la transformée de Fourier de cette autocorrélation, qui va être homogène au spectre de bruit que j'ai présenté au slide précédent. Maintenant, pour modéliser ça mathématiquement, on va partir de la définition de l'autocorrélation du niveau de bruit, de la PSD, qu'on va réécrire avec la méthode de Green, où on vient séparer source et propagation, avec cette fonction en vert qui est la fonction de Green, qui va rendre compte du trajet acoustique de la source à l'observateur. Dans notre problème, ce qui est aléatoire et stochastique, ce sont les sources de bruit. La propagation, on peut la traiter de manière déterministe, avec une approche linéarisée. C'est ce que je vais faire dans ce travail. Ça va nous permettre de sortir nos fonctions de propagation du terme d'autocorrélation. On va les rassembler ici. Et on va donc juste avoir un besoin de modélisation pour le terme source de bruit qui va être qui va représenter la turbulence, qui va être stochastique. Autre remarque, on a ici deux fonctions de Green qui apparaissent, qui sont définies pour deux points présents dans le jet. Donc, si on veut mettre en œuvre cette formule pour faire la prédiction de bruit de jet, il va falloir calculer cette fonction de Green, ces fonctions de Green, pour l'ensemble des points x1 et x2 présents dans le jet. Et en pratique, c'est extrêmement coûteux et il va falloir remédier ça. Pour ce faire, il y a deux personnes qui ont travaillé pour nous, et en particulier, il y a Tam et Orio, dont je m'inspire de leurs travaux, qui ont proposé une modélisation de l'autocorrélation de ce terme source avec un modèle mathématique de Gaussienne qui est caractérisé par
une constante de temps TOS, une longueur caractéristique LS et une amplitude voilà, qui est ici devant l'exponentielle. Ces grandeurs en mauve, elles vont être alimentées par les données, par une solution de calcul RANS, et c'est ça qui va être notre entrée. En plus de ce modèle de source, Dan et Orion ont proposé de résoudre ce problème de propagation en introduisant l'adjoint. L'adjoint, c'est une généralisation du principe de réciprocité, que je note ici avec une dague en exposant. Donc, une généralisation qui va permettre d'être vérifiée dans des configurations complexes qui nous intéressent en présence d'écoulement. Donc, on a effectivement que le trajet de la source à l'observateur au microphone correspond dans le domaine adjoint au trajet du microphone à la source, où l'étoile, c'est le complexe conjugué qu'on se passe dans le domaine fréquentiel ici. Voilà, l'introduction de la source et de l'adjoint vont nous permettre de réécrire la PSD sous cette forme-là, qui est le modèle de bruit de mélange de Dan et Orion que je vais utiliser dans la suite de l'exposé. Simplement, ce que je peux dire peut-être, c'est dire, voilà, tout ce terme ici, là et celui-ci correspondent à la source de bruit, et notre propagation va être pilotée par notre fonction de gain adjointe. Maintenant qu'on a introduit le modèle statistique, je vais parler un peu plus des fonctions de gain adjointes. Le problème physique, je répète, je l'ai peut-être trop répété, c'est la propagation d'un ensemble distribué de sources de bruit dans le jet, dont on cherche à connaître la propagation jusqu'au microphone. Avec l'approche adjointe, on va réussir à calculer d'un coup l'ensemble des fonctions de transfert de ces sources de bruit au microphone en plaçant dans le domaine adjoint une source au microphone. Dans les géométries qu'on cherche à caractériser, qui peuvent être complexes, qui présentent des écoulements ici, qui peuvent être eux aussi assez complexes, on va chercher à caractériser ces fonctions de gain de manière numérique, de sorte à ce qu'elles soient adaptées à notre problème. On parle alors des fameuses Taylor de Gain Functions. Ce problème de propagation, on peut le résoudre avec n'importe quel opérateur. Dans mon travail, j'ai choisi de travailler avec l'équation d'onde de Peirce, qui a le bon goût d'être auto-adjoint. Ça nous permet d'avoir une garantie sur la conservation de l'énergie acoustique. Ça nous permet de découpler le mode tourbillonnaire de vorticité du mode acoustique. Et en plus de ça, elle a aussi ce bon goût de permettre un calcul simplifié de l'adjoint par simple retournement d'écoulement. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un caractère, enfin, c'est vraiment crucial en pratique et ça permet de résoudre ça de manière beaucoup plus simple. Donc cette équation de Peirce, je vais coder avec MATLAB tout d'abord pour comprendre un peu ce qui se passe avec un code de différence finie. Et une fois que j'ai validé cette étape, j'ai utilisé derrière un solver commercial qui repose sur des éléments finis, donc Actran, qui résout l'équation de Meuring normalisée dont je donne l'expression ici. Cette équation est écrite pour l'enthalpie totale B, et on peut la ramener à l'équation de Peirce par un changement de variable des densités, pression et vitesse moyenne. Je vous présente simplement voilà, la validation que j'ai faite pour une source placée dans un écoulement cisaillé de jet gaussien. Donc à gauche, c'est le champ de pression, et à droite, c'est le parti RMS du champ de pression, où la première ligne correspond au calcul résolu avec Act30M, et en dessous avec mon code maison développé en MATLAB. L'accord qualitatif semble très bon, et l'accord quantitatif également. Je présente juste deux coups pour s'assurer qu'on a reconstruit nos champs de manière satisfaisante. On a maintenant notre modèle statistique pour prédire le bruit de jet. On a un outil robuste, un logiciel commercial pour construire les fonctions de gain adjointe. Je vais maintenant montrer comment on peut mettre en application cette méthodologie à un jet simple subsonique. Notre entrée, c'est le champ RANS, dont je vous présente ici une cartographie de vitesse, donc le nombre de Mach.
Et à droite, l'énergie cinétique turbulente, qui est la donnée d'entrée qui nous sert à modéliser nos sources de bruit. On va se servir de ça pour maintenant alimenter notre modèle de bruit de mélange. Donc, tout ce terme source ici et ici va être construit avec directement ce champ Rance. Et A30M va nous servir à calculer la fonction Green adjointe. Je vais commencer par évaluer cette expression pour une source placée à la verticale du jet, à un angle de 90 degrés. Et on va pouvoir détailler aussi les différents termes qui interviennent dans cette équation, dans ce modèle, pour essayer de voir quelle est leur influence sur le résultat final. Donc, à 80 degrés, voilà ce qu'on obtient. Donc, la source, donc je présente ici différents champs. Donc, là, c'est la fonction de Green. Je vais commencer par celle-ci. Donc, la source, elle est placée à 80 degrés. Elle n'est pas en champ lointain, elle a 50 diamètres. Et on voit effectivement des morceaux d'ondes sphériques qui arrivent de cette source adjointe. Ces fronts d'ondes qui sont légèrement modulés par la présence de l'écoulement qui vient déformer le front. Et dans le conduit, on voit apparaître quelque chose qui ressemble à un mode de conduit. Et finalement, dans l'expression de Tameorio, ce n'est pas tant la fonction de Green qui intervient pour moduler le terme source, c'est la norme de la fonction de Green que j'ai représentée ici, et le terme source, donc tout ce qui n'est pas bleu dans cette équation, qui, à cette fréquence que je considère, correspond à ceci. Et le produit de ces deux, enfin, le carré de celui-ci fois celui-là, va nous donner l'intégrante complète qui, une fois intégrée, va nous donner le niveau de bruit à la fréquence considérée. Voilà, donc, je vais passer à côté. Cette formule de bruit de mélange va correspondre dans ce diagramme à la courbe ici en rouge brique. On retrouve, donc on ne la voit pas trop ici, mais elle est confondue avec les autres courbes ici, la courbe jaune et verte. On retrouve la bosse du bruit de jet, avec ici en haute fréquence une déviation de cette bosse qui est due au fait que le maillage acoustique que je considère est un peu trop grossier. Donc, alors, je raffine mon maillage pour la future étude. J'ai utilisé Lorentz pour modéliser mes bruits, mon source de bruit. Et j'avais à ma disposition encore dans le modèle 3 potards que j'ai calé pour venir coller les mesures de bridge, qui sont des mesures à 80 degrés pour le jet que je considère. J'ai rajouté en bleu les mesures faites ici à l'école centrale pour une configuration identique. Et en jaune, ce qu'on a retenu si on avait utilisé la fonction, enfin, la formule de bruit de mélange avec une solution analytique. Donc, on est dans une configuration simple, on a une solution analytique à la disposition, mais on va se passer dans la suite de l'étude, dans les futurs travaux, dans des configurations, on n'a pas cette fonction de Green qui nous sert à valider ça. Là, on est plutôt assez content de cet accord entre ce que donne Altran et la solution analytique. Mais même sans complexifier énormément la configuration qu'on traite, si on se place simplement à un autre angle, là on est à 150 degrés, on a une source de bruit qui est en amont ici, les ondes acoustiques qui viennent illuminer notre champ, et on voit que lorsqu'on refait toute la procédure que j'ai expliquée tout à l'heure, le champ prédit par A30M présente au moins 3 gros pics qui vont dévier de cette forme de bosse. Ce ne sont pas des artefacts numériques, on les retrouve au moins qualitativement dans les mesures faites ici à l'école centrale pour cet angle. Et on ne les retrouve pas, par ailleurs, lorsqu'on considère ce modèle de bruit avec la fonction de Green analytique. Ça indiquerait donc que c'est une plus-value de cette Taylor Green Function. Donc, c'est un effet de la propagation qui vient moduler en fonction des fréquences l'intensité du terme source. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir avec ce modèle, qui peut être utilisé non simplement plus comme une modèle prédictif, mais aussi un modèle un peu pour comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Voilà, et
Et en fait, on peut se placer maintenant à la fréquence de ce deuxième pic. C'est ce que j'ai fait ici, pour essayer de voir pourquoi il y a cette amplification par rapport à la propagation en champ libre. On regarde la structure de la fonction de gain adjointe et on voit apparaître une structure de type hélicoïdal qui est bloquée dans le code potentiel du jet. Et c'est elle qui va fortement amplifier la source de bruit dans cette région, quoi, qui va être responsable de cette amplification à cette fréquence donnée, quoi. Donc c'est un résultat assez marrant, d'autant plus que cette méthode de prédiction de bruit de jet de Tamerio est assez vieille, elle date des années 90, et elle permet de décrire, au moins qualitativement, ces pics qui apparaissent dans le bruit de jet qui sont sur le devant de la scène de la littérature depuis quelques années. Donc, ces pics ont été mesurés expérimentalement et ils sont connus comme le mode neutre du jet. Donc là, ça c'est une campagne de mesure qui a été faite ici. On voit donc, pour différents angles polaires apparaître effectivement des stries ici dans les spectres de bruit qui correspondent à ce mode neutre. Voilà, donc une des perspectives de cet outil, effectivement, c'est de pouvoir l'utiliser pour faire de l'analyse physique. Et on peut aussi penser à raffiner le terme source pour pouvoir essayer de mieux comprendre quels sont les termes sources du bruit, enfin, du jet qui vont contribuer dans notre problème. Là, je m'arrête là pour ce que je veux partager des scientifiques et techniques. Je vais terminer avec un dernier slide en vous parlant de Stéphane Scholler, qui est un maître de conférence de l'Université de Graz, qui passera quelques temps cet été avec nous. Il a, dans sa thèse, travaillé sur le problème du découplage du mode tourbillonnaire du mode compressible, disons, de l'écoulement. Et on va essayer de travailler ensemble, essayer de valider l'applicabilité d'une analogie acoustique basée sur l'acoustique potentielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Question? Alors, Dany qui lève la main, donc Dany, on t'écoute. Ah non, je levais pas la main, j'applaudissais avec les. Désolé de te décevoir. Non, mais je suis content. Mais très très bonne présentation. Merci beaucoup, Étienne. Je t'en prie, merci. Je peux éventuellement poser une question. Je vous en prie. Bon, merci d'abord pour ce très synthétique en fait. Il vaut mieux avoir un peu de background pour comprendre la complexité du travail. J'avais une question concernant votre interprétation là, de 18. Bon, je ne doute pas que ça soit ça, mais enfin, je suis quand même un petit peu dubitatif tout de même. En fait, le premier pic que vous avez, 0,2 à peu près, lui, il est quand même. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas vraiment, en fait, pour l'instant. Non, il quand même domine. Oui. Sont marqués. Oui. J'avais d'abord pensé, parce qu'on voit que la position des pics n'est pas super bien prédite, non seulement l'amplitude, mais aussi la position. Et j'avais pensé que c'était un shift en fréquence, qui est en fait, la fréquence n'est pas constante tout le temps, quoi. J'essaie de regarder d'où vient ce pic, mais je n'ai pas d'explication pour l'instant encore. Qualitativement, on voit qu'il doit y avoir un pic aussi du fait des mesures, quoi, mais là, dans le modèle, je n'arrive pas à comprendre l'écart d'où vient, quoi. Sur la courbe expérimentale, est-ce que les différents pics qu'on voit sont en rapport de multiples? Difficile à voir en log comme ça. Je n'ai pas compris ta question.
Oui, je vais reposer ma question là. Sur la partie expérimentale, Oui. vous avez un certain nombre de pics. Je me demandais si ces pics étaient des multiples. Non, sur le même slide, hein, si les pics étaient visibles. Non, ils ne sont pas harmoniques. Spectre bleu. Ouais. Est-ce que ces pics sont des multiples les uns des autres? Ah, il me semble pas. Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais Tu m'as répondu non quand je posais la question. Hier ou avant-hier. Qu'ils n'étaient pas harmoniques. Hein. Et qu'ils s'écartaient, non? En fait, ce que j'ai répondu, c'était que la différence par rapport au pic, l'écart de prédiction, il dévie. Étienne, Oui. excuse-moi, non, ils sont pas du tout harmoniques. Non. Ah non, merci Christophe. Il y a un écart constant non plus entre fréquences? Je sais pas, c'est assez préliminaire. Ça fait une dizaine de jours que je travaille. Je parle juste toujours de l'expé. Hein. Non, ils sont pas harmoniques. Ils ont l'air harmoniques, mais ils sont pas harmoniques du tout. Et ils n'ont pas non plus un delta F constant. Non, pas du tout. Ça bien de les tracer en ligne pour voir un peu. Non, mais ils le sont pas du tout. Ouais. Il y en a tout un paquet, ça paraît un peu. Il n'y a pas de problème de réflexion sur la cuillère. Non, en fait, ils collent parfaitement aux plages de fréquence des modes neutres. Vraiment parfaitement, et c'est vraiment pas des harmoniques. Et donc, c'est le premier mode radial, le deuxième mode radial, etc., etc. Le premier pic, c'est le premier mode radial axisymétrique. Le deuxième pic, c'est le premier mode radial pour mθ égale 1. Le troisième, c'est le premier mode radial pour mθ égale 2. Enfin, tout ça, ça s'explique. Très bien. Une autre question. Question sur votre slide 16. C'est juste une question un peu qualitative sur l'intégrande. Vous montrez assez systématiquement les maximums sont du côté opposé au point d'observation. Est-ce qu'il y a une explication? Non, effectivement, c'est aussi un résultat assez étrange. Et je ne l'explique pas, je le constate. Je n'ai pas encore d'explication pour ça. C'est vrai que c'est assez surprenant. En fait, toute la partie terme source, elle est symétrique. Dans l'intégrante, si tu retires la fonction de Green, tout le reste, là, c'est symétrique, en fait, c'est axisymétrique. Oui. Dans ton équation. Oui, on le voit, c'est ce que je montre ici, terme source. Effectivement, c'est axisymétrique. Et lorsqu'on le module avec la fonction de Green, ça devient donc ce qu'on voit ici, quelque chose qui est totalement symétrique. Avec une partie inférieure qui contribue plus à la source de bruit. Mais en fait, en gros, on devrait pouvoir presque le relier à la norme de la fonction de Green que tu as tracée. En fait. Je le vois ici, tout à fait, ouais. Donc là, dans la couche de cisaillement, ici, on voit, donc là, c'est une norme, donc on est proche de 0 dans ces taches bleu foncé. Là. Et effectivement, pour la couche de cisaillement inférieur, l'amplitude est plus importante. D'autant qu'il faut considérer le carré de cette fonction pour ah oui, on peut ça. Et comment on interprète ça? Ah, ça, c'est toute la complexité. C'est une fonction de Green à voir. On peut interpréter par leurs effets. On voit l'effet que ça produit que de modulation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, donc, ont mis en évidence certaines régions du jet qui contribuent à cette position d'observation plus que d'autres. Et ça correspond à ces maximaux d'amplitude dans le jet. Mais voilà, c'est simplement une modulation de la propagation. Et l'explication, pour l'instant, je pencherais plutôt sur quelque chose d'un mode qui viendrait
en tout cas pour là, c'est pas très clair. Là, ça l'est beaucoup plus. Un mode qui viendrait sélectionner certaines régions de sources de bruit plus que d'autres. On comprend bien axialement, mais c'est vrai que de part et d'autre du GER, donc azimutalement, on a du mal à imaginer pourquoi l'arrière du. En fait, ouais, Ça que- ce qui perturbe la compréhension, Les modes, c'est que finalement, toutes ces fonctions de green ne sont plus rattachées aux sources de bruit, mais aux points d'observation. Donc, il faut tout le temps réfléchir par rapport aux points d'observation. L'histoire de la qu'est-ce que- propagation, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Et c'est pas tellement plus loin, donc on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de contre-amplification parce que l'autre serait plus atténué. Puis, on a du mal à. J'ai une question. Allô? Oui, Vous m'entendez? il y a Oui, un- pardon. Alors, moi, j'ai pas tout compris, mais Daniel m'a dit que c'était compliqué, donc c'est un peu normal pour moi. Si on prend la figure en haut, là, on a la fonction de Green. Là, tu viens de dire que cette fonction de Green, elle ne dépend pas du point source, mais simplement du point d'écoute. C'est ça? Oui, tout à fait. Mais pourtant, j'ai XM, XS. C'est quoi la différence entre… Justement, oui. Alors, en fait, ça c'est tout l'intérêt de la modélisation avec l'adjoint, c'est qu'on vient centrer le problème de propagation sur le microphone pour réduire les coûts de calcul finalement. C'est juste l'idée qu'un trajet acoustique, on peut le résoudre dans les deux sens, soit de la source à l'observateur, soit de l'observateur à la source. Oui. Et le problème adjoint, c'est ça en fait. On se place de l'observateur et on détermine l'ensemble des fonctions de transfert, l'ensemble des trajets acoustiques au point de source, quoi. D'accord, mais à un moment donné, il faut quand même intégrer, et donc on intègre sur la source. Oui. Tu peux revenir sur ton premier transparent, là, on voit tout, là. Voilà. Et donc, on a les termes sources qui sont donnés par un calcul Rantz, c'est bien ça? Oui. Les fonctions de Green au-dessus, elles varient d'une fréquence à l'autre. Oui. D'accord? Donc, grosso modo, le spectre que tu as à côté, tu l'as obtenu par intégration pour chaque fréquence qui se trouve à côté et qui se trouve à gauche. Oui, tout à fait, oui. D'accord? Le schéma, il bouge pour chaque fréquence. C'est juste une fréquence qu'on voit. Voilà, juste une fréquence. Et donc, avec cette fréquence, on voit bien ce que tu disais tout à l'heure, que la fonction de Green vient sélectionner certaines sources dans l'intégrant en dessous. On voit qu'il y a certaines zones sources qui sont plus importantes par rapport au point d'écoute. C'est bien ça? Oui, alors, si on regarde cet intégrant, l'évolution de cette intégrante, en fonction de la fréquence, là, on voit bien sur la représentation qui se trouve là, on a une source qui n'est pas compacte, puisqu'on a des points spécifiques. On se rend compte qu'il y en a des points, ce n'est pas une source globale, elle a des points spécifiques plus fortes qu'ailleurs. Et est-ce que si on regarde l'évolution de cet intégrant en fonction de la fréquence, est-ce qu'on voit apparaître, je dirais, on peut trouver le moment où la source devient plus compacte et au lieu d'avoir un rayonnement, je ne sais pas, monopolaire, entre guillemets, on voit apparaître ces interférences. Est-ce qu'on voit ce genre de choses? Tu ne l'as peut-être pas regardé. C'était. Oula, je vais brancher Branche ton PC. mon PC. Oui. Je reviens. J'espère. Voilà, c'est bon. Ah, ça va me donner de réfléchir un peu aussi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on voit apparaître ces zones du jet qui vont contribuer le plus, et en fonction des fréquences, on va les voir gagner en amplitude et aussi se décaler. Peut-être que Il y en a peut-être de plus en plus aussi. Oui, tout à fait. C'est justement, on est de moins en moins compact, et puis donc on a de plus en plus d'interférences, et ça se traduit par des termes sources. C'est visible. Plus vers la base, de haute fréquence. Une structure.
Ouais, Non, mais bon, c'est peut-être une figure à regarder. Bon, là, j'en ai quelques-uns, mais effectivement, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que plus on monte dans les fréquences, plus le terme source de base est concentré plus proche du bord de fuite de la tuile, il va se rapprocher, et fatalement, en fait, cette modulation va être beaucoup plus centrée autour de là, quoi. Et plus on n'est pas de fréquence, plus la taille de cette source de bruit va être étendue. Et voilà, là, on le voit pour deux fréquences, on passe de 4000 Hz à 7000. Une dernière question. Au niveau des termes sources, donc ça vient d'un programme RANS, d'après ce que je comprends. Et comment on traduit ça en fréquence? Ah, ça c'est une question. C'est le modèle c'est une courbe de Gauss, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça c'est le modèle. Un modèle simplifié qui. Donc en fait, la manière dont le RANS est prise en compte dans le modèle, en fait, s'exprime ici avec ce modèle d'autocorrélation de termes sources. Et effectivement, là, c'est exprimé dans le domaine temporel, mais on va faire une transformation de Fourier de cette autocorrélation. Mais en gros, à la base, c'est effectivement un modèle gaussien. Et le RANS va nous donner, dans les différentes directions, la taille, la longueur de la cohérence, la manière dont les structures turbulentes sont cohérentes entre elles. D'accord. Ok, merci. Merci. Du coup, je suis un peu surpris que les hautes fréquences, alpha, de connaissance vague sur les gels, c'est des petites structures, c'est plus dans la zone développée du jet, enfin pas développée, mais avant la zone de transition. Les grosses structures, c'est plutôt un potentiel. Donc, si en haute fréquence, ça se rapproche du nosol. Oui, alors. Est-ce que c'est encore une méthode d'interprétation de l'adjoint ou... Non. Globalement, les structures, elles apparaissent lorsque l'écoulement est cisaillé. En fait. Et en fait, elles sont le plus fortement cisaillées au niveau juste à la sortie de la tuile, quoi. Et c'est là où les échelles caractéristiques de taille sont les plus faibles, les plus petites. Et c'est là où les structures qui seront créées seront les plus petites aussi, quoi. Et finalement, ces structures, elles vont vivre leur vie, elles vont grossir au fur et à mesure de la position axiale du jet, quoi. Donc c'est plutôt, en fait, je crois que c'est assez cohérent avec ce qu'on connaît du bruit de jet, quoi. C'est plutôt les petites structures sont plutôt en amont et les grosses en aval, quoi. Et en fait, effectivement, ce modèle de Tanorio, avec cette loi gaussienne, elle rend compte de ça assez bien, quoi. Et effectivement, c'est deux fréquences qui ne sont pas très différentes, quoi, mais on a une source de bruit qui peut s'étendre jusqu'à 15 diamètres en bas fréquence assez facilement, quoi. Oui, disons qu'on n'a pas trop de choix, quoi. C'est comme ce que l'exposé qu'on voit des fois avec Michel pour les modèles analytiques. Avec le RANS, on n'a qu'une fréquence. En gros, ça donne qu'un rapport d'échelle de temps, quoi. Et puis, on essaie de caler soit une fonction de corrélation, soit un spectre à partir de cette fréquence. Mais formellement, en chaque point du maillage, on a une fréquence d'information. Donc, c'est assez pauvre, parce que je veux dire, on est un peu prisonnier de cette description. Justement, vous avez parlé de calage de modèle. Oui. Deux constantes. Micro. Oui, tiens, Daniel, si tu peux te rapprocher du micro ou... Je pense qu'il y a un Arsène quelque part aussi. Donc les deux fonctions que vous essayez de caler, donc LS. Oui.
Donc, c'est un calage un peu classique où on retrouve les échelles du RANS, comme dans les modèles classiques. Alors, oui, oui, encore une fois, là, c'est un truc sur lequel je travaille. Il y a des auteurs dans la littérature qui ont calé les échelles de temps caractéristiques et de longueur caractéristique avec ce qu'on peut avoir avec une LES, par exemple. Là, je ne l'ai pas fait comme ça, j'aurais pu le faire comme ça. Je l'ai calé directement par rapport aux mesures à 90 degrés pour retrouver ces mesures-là. Je comprends. Vous pouvez demander à Christophe, grand spécialiste du modèle. Pardon? Je plaisantais, mais je disais, c'est des modèles. Dans l'esprit, c'est des modèles Anna Ribner. Oui. Caler les échelles par rapport à ce que donnait le RANS. Oui. Ce qui est assez remarquable, hein, Étienne ne l'a pas mentionné, mais il a fait un calcul où il a pris le champ moyen d'une LES qu'a fait Christophe. Oui, d'accord. Des deux, et finalement, il obtient sensiblement les mêmes résultats. C'est assez impressionnant. Hein. On voit que le champ moyen il est un peu différent du RANS de référence, mais finalement, les résultats acoustiques sont sensiblement les mêmes, y compris les modes neutres derrière. C'est assez spectaculaire. Sur la fréquence. Ouais. Oui. Mais effectivement, réussir à caler ça avec ce qu'on peut avoir avec une LES, ça enlèverait une part d'arbitraire qu'on a dans ce modèle. C'est toujours mieux avec la LES, d'accord. En effet. Merci. Oui, Christophe Doget dit que c'est toujours mieux, avec Bien sûr. Non, mais en plus, avec la LES, non, mais l'intérêt pour nous, parce que vient de dire Étienne, c'est qu'en fait, on peut exploiter 1 milliard d'informations spatio-temporelles, évidemment, qu'on n'a pas avec le RANS. Au moins, pour caler, on peut caler ça. On peut espérer, en tout cas, faire un peu mieux. C'est ce que faisait un peu Karabazov. Il recalait avec une LES. Ouais, sauf qu'hier, on a vu, il en avait 36 constantes pour caler tout est. En fait, ce qu'il faut dire, effectivement, il y a ces TOS et ces LS qu'on peut calibrer avec la LES, mais on peut aussi essayer de revoir tout le modèle d'autocorrélation qui est proposé ici. Là, on a simplement finalement une autocorrélation qui est construite sur un scalaire qui essaye de reproduire la complexité du tenseur de Littell, qui a 9 paramètres, Enfin, du coup, avec l'autocorrélation qui en a 81. Et effectivement, il y a un Karabazov particulier qui utilise beaucoup plus à fond ces données de l'AES pour modéliser plus finement le terme source du bruit. Et, il arrive avec ça à prédire non seulement des angles pour 80 degrés, où on a des fine scale, mais aussi les large scale à 30 degrés, à 60 degrés, et il y a un fit très très bon. Vraiment avec le surcoût de prendre beaucoup plus d'informations de l'AES. Le surcoût de travailler. Pardon? Non, le surcoût d'exploiter la LES, et donc Oui. d'aller travailler et post-traiter une quantité de données significative. Voilà. Faire des fils gaussiens par centaines. Oui, bien sûr. Il y a chaque configuration déjà installée qu'on va étudier. Il faut qu'on refasse une LES et qu'on cale 30. En termes de l'intérêt d'avoir un outil qui est censé dimensionner quand même des choses. C'est un peu le compromis qu'on a trouvé. Bien sûr. Peut-être le faire une fois. Oui, et ça peut servir effectivement à faire de l'analyse de sources physiques, peut-être aussi pour voir quelles sont les contributions avec l'adjoint qui vont être sélectionnées du terme source pour réunir. Voilà. Alors, moi j'ai une question en ce sens-là. Est-ce qu'on peut utiliser justement l'adjoint pour essayer d'optimiser ou faire le contrôle, quelque chose comme ça? Est-ce que ça pourrait être un outil Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a vu le jour au XXe siècle. C'est dans le contrôle, et c'est le même adjoint, c'est le même outil mathématique. C'est pas comme ça qu'il l'utilise, mais on pourrait utiliser, par exemple, Actran ou les outils développés pour faire ça, avec l'idée, effectivement,
de réduire le coût de variation de plein de paramètres dans une fonction de gradient avec un seul calcul qui adjoint une fonction auxiliaire qui vous aide au calcul. J'aurais une question, mais très naïve de ce que j'en ai compris. Ça me fait penser au retournement temporel. Oui. Pour localiser les sources ou pas temporellement, mais les microphones deviennent des sources et on rétropropage pour voir. Exactement. Ouais. Et est-ce que là, tu utilises qu'un seul point d'observation? Oui, le microphone. Et si tu en prendrais combiner l'information de plusieurs points d'observation, je ne me rends pas compte de la complexité de calcul derrière. Est-ce que ça ne rapporte pas de l'information sur ta reconstruction des sources identifiées? Est-ce que justement, on ne voit pas même une symétrie, une chose comme ça, sur une de chaque côté, par exemple? Alors oui, il y a des personnes qui utilisent effectivement des problèmes inverses pour faire la description de sources. Finalement, nous, on a directement accès aux informations statistiques, soit avec les calculs de l'ES de Christophe, soit avec Laurence. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'informations déjà dans le données d'entrée qu'on prend en modélisation. Et après, le retournement temporel, la localisation de source, on est tributaire de la longueur d'onde aussi qu'on analyse. Et après, il y a une subtilité, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment tout compris tous les mécanismes, mais finalement, il y a des sources de bruit qui émettent à des longueurs d'onde. Vous en avez pas encore longtemps? Non, c'est fini. Ok. Ouais. Les sources de bruit qui émettent à des longueurs beaucoup plus grandes que leur taille. Donc, finalement, on n'arrivera pas forcément, avec une longueur d'onde donnée, à avoir une information très précise sur la position de ces sources de bruit. Bon, écoutez, on va finir là. Parce que, merci pour votre la salle est réservée à d'autres usages maintenant. Merci pour vos questions aussi. Et puis, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser des questions, vous me faites par email à Etienne. Avec plaisir. Voilà. Merci.